cette solidarité intergénérationnelle, puisque je vais profiter avant qu'Éric Fabre arrive sur scène pour juste mentionner que très bientôt il y aura un stand librairie où vous pourrez vous procurer le livre de Geneviève Michon que j'ai mentionné tout à l'heure, Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde, agriculture vernaculaire. Donc très bientôt vous pourrez rejoindre ce stand librairie qui sera installé aujourd'hui. Voilà. Donc, Éric Fabre a eu une idée de génie avec Francis Allais d'initier un projet extraordinaire de reconstituer une forêt primaire en Europe. Il n'y a plus de forêt primaire en Europe, hormis celle de Białowieża en Pologne. Et donc, ce projet a pour but de reconstituer une forêt primaire sur la base d'une forêt secondaire. Imaginez 70 000 hectares laissés en libre évolution afin de laisser la nature se régénérer et créer une forêt primaire, et ce sur une période d'au moins 700 ans, le temps qu'il faut à une forêt secondaire pour se régénérer. Donc, Éric Fabre va nous présenter ce projet absolument fabuleux et qui est vraiment une source d'espoir pour les générations futures. Pardon ? Oui, d'accord. Je vous laisse... je vous laisse... Oui, la flèche du haut pour avancer, la flèche du bas pour revenir. Non, l'inverse, d'accord. Voilà, je vais vous passer la parole donc à Éric Fabre et je vous demande de lui souhaiter une chaleureuse bienvenue. Merci. Eh bien, bonjour, merci Ingrid, merci aux organisateurs de ce premier forum pour cette invitation à vous présenter le projet de Francis Allais et l'association qui l'anime. Je vais en dire quelques mots et puis je crois que c'est bien aussi ensuite que nous partagions, nous en discutions autour de ce projet qui, comme le disait Francis au départ, est une utopie. D'abord, ça fait du bien d'avoir des utopies en ce moment, d'avoir un peu de rêve, mais c'est une utopie très concrète. Et l'intéressant, c'est de se dire, mais comment on va la réaliser ? Alors, Le projet, c'est la renaissance. On ne dit pas la reconstruction, on n'utilise pas des mots très anthropisés. La renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et je voudrais, autour de ce projet, développer 3 idées. D'abord, l'idée de l'urgence absolue de projets de ce genre, son côté unique au monde, n'hésitons pas à le dire. Et ce qu'il y a derrière, de quoi ce projet, au fond, est le nom. Première chose, et on est là complètement dans la continuité de ce que disait Geneviève Michon, mais hier Ernst, mais également Claude Lefebvre. Une urgence absolue aujourd'hui, c'est redonner de la place aux dynamiques du vivant, à toutes les dynamiques du vivant. Le contexte, vous le connaissez, mais on le perd parfois de vue dans des discussions, je dirais même politiques, académiques, sociétales. On perd de vue le fait qu'il y a une urgence absolue aujourd'hui face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. On ne peut plus discuter dans le formol. On n'est pas dans un Titanic en train de sombrer, à l'intérieur duquel nous avons tous des discussions tout à fait aimables. On ne peut plus rien contre ces dérèglements climatiques qui vont se produire. Cet effondrement de la biodiversité qui est en cours, on peut travailler, comme le dit le GIEC et l'IPBES, à des adaptations pour rendre ça le moins pénible possible pour l'espèce humaine, j'entends.
La nature, elle se débrouillera, la planète continuera bien au-delà de nous. Les alertes sont là. Je rappelle la place que la restauration des écosystèmes occupe aujourd'hui dans la réponse aux problèmes auxquels on est confronté. J'ajoute, parce que c'est très bien de le rappeler, là aussi très régulièrement, et j'en sens d'autant plus le besoin, Claude Lefebvre l'a ressenti lui-même hier, quand on écoute un certain nombre de discours, il y a quand même besoin de remettre en permanence des pendules à l'heure. Il y a notamment une grande pendule qui est les politiques publiques. Il y a des politiques publiques qui disent explicitement aujourd'hui, il faut redonner de la place aux dynamiques du vivant, c'est-à-dire, par exemple, avoir des politiques de développement des aires en protection stricte, au sens où l'Union internationale pour la conservation de la nature les définit. Je rappelle simplement que, par exemple, pour ce qui concerne l'Europe, il y a une stratégie biodiversité de l'Europe, il y a une stratégie forêt de l'Union européenne dans laquelle on dit 10% de protection stricte, il y a une stratégie nationale en France des aires protégées qui dit 10% d'aires en protection stricte. Il y a des stratégies régionales qui disent reconquête des trames vertes, reconquête des trames bleues. Eh bien, allons-y. Parce que si on n'y va pas, il ne faudra pas s'étonner après qu'effectivement les populations se demandent à quoi servent les politiques publiques et les paroles dont on nous abreuve assez régulièrement. Donc, il y a un contexte d'urgence absolue, il y a aussi des orientations générales qui sont données, et le projet de Francis s'inscrit complètement à l'intérieur de ça. Ce n'est pas non plus un ovni absolu. Bon, alors, ce projet, de quoi parle-t-on? On parle de forêt primaire. On le sait aujourd'hui, Ernst en a rappelé, Geneviève Michon, sous un autre aspect, l'a rappelé, Claude Lefebvre l'a dit aussi. On sait aujourd'hui que les vieilles forêts, les très vieilles forêts, constituent la meilleure des réponses aux questions comme stockage du carbone, absorption du carbone atmosphérique. On sait que les vieilles forêts fabriquent évidemment le meilleur bois. On connaît le rôle des forêts en matière de régulation du climat, de protection et de fabrication des sols. Vous aurez là-dessus des conférences dans les jours qui suivent. On a parlé du rôle des forêts par rapport à l'eau. Donc, c'est un optimum en matière de biodiversité. On a donc là la synthèse de la réponse. Elon Musk a lancé récemment un grand appel à projets autour de la production d'oxygène. Aidez-nous à fabriquer des usines à production d'oxygène. Et quand Elon Musk lance un projet, il met 100 millions, 200 millions de dollars pour des équipes scientifiques qui vont pucer partout, etc. Et Francis a fait une réponse que nous avons publiée en disant Elon Musk, mais la réponse, elle existe. L'usine, elle existe. Ce sont les forêts, qui sont les plus grandes usines de production d'oxygène, qui ne sont évidemment pas, contrairement à ce qu'on entend régulièrement, des poumons verts. L'Amazonie, c'est pas un poumon. La forêt, c'est exactement l'inverse d'un poumon. Elle absorbe du carbone et elle produit de l'oxygène. Donc on a, avec les forêts anciennes et évidemment les forêts primaires, la réponse absolue aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Alors, forêt primaire, je rappelle rapidement la définition, c'est une forêt qui a pu développer complètement toutes les échelles de sa sylvogénèse, depuis les stades pionniers jusqu'à la fermeture de la canopée après la forêt secondaire. Nous n'avons plus idée, nous, en Europe, de ce qu'est une forêt primaire. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une forêt. Nos forêts sont des forêts secondaires dans le meilleur des cas, mais nous n'avons plus du tout dans nos têtes, à nous, les paysages de la forêt primaire. Les grands arbres, la canopée fermée, et pour ce qui concerne les forêts de zone tempérée, par exemple, toute l'association, parce qu'on l'oublie souvent, une forêt, c'est pas que des arbres. Une forêt, c'est l'association d'arbres, de végétaux, mais d'une grande faune, d'une toute petite faune, d'une microfaune, de champignons. C'est un écosystème extrêmement compliqué. Donc, nous avons besoin de forêts, nous avons besoin de forêts très anciennes. Nous n'en avons plus en Europe de l'Ouest. L'idée de Francis, c'était de se dire, en plus, face au désastre qui se produit en Pologne, à Białowieża notamment, faisons renaître une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est effectivement un pari un peu fou, un projet un peu fou, d'autant plus qu'on verra
que c'est un projet long, évidemment, et que c'est un projet que nous voulons faire sur une échelle qui excède un petit peu les cadres de ce que sont aujourd'hui les politiques publiques en matière de protection stricte. Alors, l'idée, c'est de faire renaître un écosystème qui présente toutes les caractéristiques et tous les avantages de la forêt primaire. Évidemment, des critères. Le premier critère que Francis Allais avait au départ, c'était de dire j'aimerais bien une forêt de plaine, parce que en fait, ce sont celles qui ont été défrichées, ce sont les plus riches, c'est en général celles où il y a les plus beaux arbres, les plus beaux développements naturels, mais on pensait en même temps à l'importance géographique de ce projet, sa superficie, et on pensait que c'était un projet de grande envergure qu'il fallait le penser tout de suite sur le plan européen, sur le plan transfrontalier. Donc la notion de plaine s'est transformée en, quand vous regardez les frontières de la France, en basse altitude. Après, on s'est dit, il faut pas on ne va pas rentrer dans l'acquisition de propriétés privées, de forêts privées, compte tenu du morcellement de la propriété en France et tout. Mais comme c'est aussi une question politique que l'on pose, par la dimension du projet, on va travailler sur du domaine public. Ensuite, on s'est dit, il faut une base forestière un petit peu existante. On l'a dit tout à l'heure ou hier, je ne sais plus, c'est Claude qui le disait, une forêt primaire en zone tropicale, en gros, il faut 700 ans pour qu'elle se fasse. Dans nos zones tempérées, c'est à peu près 1000 ans. Donc si on part d'une base forestière existante à 150-200 ans, on a un projet sur 7 à 800 ans, ça devient un peu plus réaliste. Un projet transfrontalier, à dominante publique, dans lequel on puisse tout développer, basse altitude. Vous verrez tout à l'heure que ça, évidemment, ça conditionne la localisation. On veut en faire un vrai miroir pour, à partir de lui, à la fois pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans ces systèmes, quelles sont les réactions du système forestier face au changement climatique, au dérèglement, l'effondrement de la biodiversité, mais aussi, vous allez le voir, on va plus loin que ces simples enjeux. Donc, 70 000 hectares, 700 à 800 ans. 70 000 hectares, pourquoi? Je le disais, une forêt, c'est une faune et une flore. Et une forêt primaire, en zone tempérée, ce n'est pas n'importe quelle faune non plus, c'est la grande faune. Pour que cette grande faune puisse vivre de manière durable, se reproduire dans des conditions satisfaisantes, développer toutes ses capacités propres, il faut des grands espaces. Dans l'équipe qui entoure Francis, il y a un certain nombre de spécialistes du sauvage, de la faune sauvage. Je pense à Gilbert Cochet, Béatrice Crémer-Cochet, des gens comme ça. Donc dans la discussion, c'était c'est quoi une superficie suffisante pour faire un écosystème forestier à peu près cohérent. Et donc, ils sont partis un peu sur une base, une meute de loups, c'est 30 000 hectares, on met 2 meutes, 60 000 hectares, et on est parti sur une base 60 000, 70 000 hectares pour être sûr d'avoir un écosystème dès le départ cohérent. Vous voyez tout de suite 70 000 hectares, les plus grandes réserves biologiques intégrales, enfin il y en a une qui fait 60 000 hectares en Guyane, une réserve de l'ONF, mais en France, c'est quelques centaines d'hectares. 1000 ou 2000 hectares pour les plus grandes. Le parc forestier dans le Morvan, le cœur vraiment de ce parc qui est encore actuellement protégé, il fait 3-4 000 hectares, mais pas beaucoup plus. Donc on excède totalement les catégories existantes pour ce qui concerne la protection stricte. Mais on dit 70 000 hectares, 700 ans. Voilà le projet. Il faut rêver aussi de ce qu'on pourrait voir et de ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Une balade en forêt de Tronchet, c'est pas mal. Ça permet de voir des beaux arbres, mais c'est une forêt bien gérée quand même. Comme disait Geneviève tout à l'heure, on est là, nous, au moins, pour mettre de l'ordre là-dedans, y faire propre et tenir, que ça ne soit pas le bordel, comme disent les forestiers. Derrière le projet de Francis Allais, il y a toute une multitude d'enjeux qui s'emboîtent. Le cœur du projet, c'est une zone en libre évolution, dans laquelle l'homme n'en sera pas absent. Ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas un trou noir qu'on met au milieu d'un territoire. L'homme n'en sera pas absent. De toute façon, l'homme n'a jamais été absent de la forêt. Il en est même issu. Il descend de la canopée. C'est de là qu'on vient. Et c'est même à cause de ça qu'on est fait comme on est fait, qu'on a les yeux qu'on a le cerveau qu'on a les bras comme on est. Donc il y aura de l'activité scientifique,
Et on pense aussi à un tourisme de contemplation, de découverte très maîtrisé. Mais on pense plus largement que ce projet, il est le cœur d'un développement territorial à partir de la forêt pensée dans son ensemble. Pour nous, il s'agit en fait de refaire du développement autrement. Et là, je m'inscris complètement dans la continuité de ce que disait Geneviève Michon tout à l'heure. On a aujourd'hui à penser non pas forcément décroissance, arrêt de tout, mais de nouvelles formes pour la prospérité, de nouvelles formes d'activité qui se greffent sur les dynamiques du vivant, qui s'articulent de manière harmonieuse avec elles. Donc on veut, à partir de cette forêt, par exemple, dire, eh bien, autour, on va construire du laboratoire scientifique, on va construire un lieu d'accueil et un lieu d'exposition, par exemple. Mais peut-être on va élargir la problématique à tout ce qui se passe autour de cette forêt en matière agricole, en matière sylvicole, en matière scientifique et de recherche, de façon à constituer un ensemble cohérent, une espèce de campus européen de la forêt, par exemple, en matière scientifique et de recherche et de technicité, mais penser tout le développement de la région autour de ça, revivifier les filières sylvicoles et se dire, tiens, en continuité et en contiguïté avec une zone de libre évolution, comment redévelopper de la sylviculture avec de la futaie régulière, comment retravailler de l'agriculture avec peut-être des pratiques d'agroforesterie repensées autrement, comment pratiquer les accès, comment pratiquer le fonctionnement des communes qui jusqu'ici vivent de la forêt et vont perdre des revenus, comment on va les compenser, comment on va former les personnels. Vous voyez tous les fils qui s'emboîtent les uns dans les autres. En fait, notre projet s'inscrit dans des programmes qui existent aujourd'hui, qui sont des programmes de l'UNESCO et qui sont des labels de l'UNESCO, notamment des réserves dites Man and Biosphère, qui visent à articuler des zones avec des cœurs en libre évolution, autour des zones tampons, des zones de transition qui sont d'activités humaines équilibrées, raisonnées. Et nous disons, en fait, on fait une très très grande réserve, très grande à l'échelle européenne, réserve Man and Biosphère à partir d'un cœur en libre évolution de 70 000 hectares. En fait, ce qu'on propose, c'est de faire une expérimentation en vraie grandeur, en fait, une exploration grandeur nature de la transition écologique. On parle beaucoup en ce moment d'expérimenter, de transition, de rôle de la société civile, de planification écologique. Nous, on dit banco, et on dit que notre expérimentation, elle se situe sur 3 terrains. D'abord, un terrain démocratique. On est vraiment dans la relation aussi entre arbre et homme. Arbre et homme, c'est arbre et territoire. C'est quels hommes dans ces territoires et c'est qu'est-ce qu'ils font. Et nous disons, écoutez, on propose de construire par en bas, nous sommes une simple association, on propose d'écrire ensemble avec les acteurs d'un territoire, tous les acteurs d'un territoire, un nouveau scénario de développement dans ce territoire. On veut ancrer ce projet, faire que cette idée devienne une réalité concrète dans le territoire à partir d'une discussion collective, parce que de toute façon, il ne se passera rien si les gens du territoire concerné le refusent. Je reviendrai sur la notion de groupement d'intérêt public transfrontalier. C'est la personne morale que nous voulons créer pour que tous les acteurs puissent se mettre autour de la table. C'est une expérimentation institutionnelle parce qu'il y a des enjeux derrière. Ça va être quoi la gouvernance de cet ensemble transfrontalier? Ça va être quoi les outils juridiques qui vont garantir la pérennité sur 700 ans? C'est quoi le statut de cet objet? Parc international, la vocation, c'est quoi le mode d'organisation peut-être de la représentation même des composantes naturelles, animales, végétales de cet ensemble? On veut que cette sorte de commande scientifique, parce qu'au fond c'est ça, Francis Allais a dit très explicitement, en gros, il faut que les citoyens s'en occupent. Et au fond, des citoyens se sont emparés de l'idée d'un scientifique ou de plusieurs scientifiques, d'un projet. Et donc cette commande scientifique à la société civile, elle a contribué à ce que des gens se mettent en mouvement autour, créent des associations, créent du mouvement, du buzz, rencontrent des institutions et inventent complètement des procédures qui n'existent pas, en fait. Donc on est en pleine expérimentation sur tout un tas de terrains. Et nous-mêmes, on invente au jour le jour. Pardon. Cette société civile, elle est
dans le stade de la construction du projet, dans le moment du portage du projet. On n'est pas du tout dans Monsieur Christian Barthaud, directeur adjoint des forêts au ministère de l'Agriculture, a une commande, faites-moi un parc national des forêts. Et donc, il dit à la ministre, on va faire un parc national. La ministre dit à un préfet, faites-moi un parc national et mettez-moi autour. Nous, on est une association. Et on commande aux institutions, aux acteurs, aux parcs naturels régionaux d'une région concernée de se mettre autour d'une table et de dire on va construire... On est dans de la planification, oui, peut-être bien dans de la nouvelle planification. Avec l'association, je le signale au passage, l'association de la société civile, c'est aussi dans les traités, c'est aussi dans la stratégie des aires protégées, c'est aussi dans la stratégie européenne de la forêt. Donc vous voyez comme quoi il s'agit à un moment donné de faire appliquer des orientations générales qui existent déjà. Donc nous, notre travail, c'est au jour le jour de construire pas à pas les conditions de la rencontre entre les acteurs, de la mise en place de procédures pour faire avancer l'idée. Alors, aujourd'hui, la réponse à la question, c'est mais alors, c'est où votre affaire? Elle atterrit sur 2 points. Le transfrontalier français, vous partez du nord et vous allez jusqu'en Espagne. Et en gros, quand vous mettez les critères que j'évoquais tout à l'heure, il y a 2 espaces qui se détachent vraiment. C'est les Ardennes, françaises et belges, et c'est les Vosges du Nord et la Rhénanie-Palatinat. C'est 2 terrains sur lesquels on est allé en délégation, travailler, rencontrer des acteurs. Et c'est sur ces terrains qu'on propose de commencer la réflexion commune. Alors, ce que nous disons, c'est comment on peut faire? On propose, et on est en discussion avec, parce qu'on est en discussion depuis les débuts de l'association avec l'Europe, qui soutient vraiment le projet, enfin, qui nous suit de très près, notamment la direction des forêts à la Commission européenne, l'UICN, bien sûr, l'UNESCO, bien sûr, le gouvernement français. On a rencontré aussi les équipes des présidents de la République, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan de l'environnement. On a rencontré le directeur général de l'ONF, on a rencontré tout ce monde qui nous dit complètement légitime ce projet sur le plan scientifique, sur le plan de la transition. Allez-y, avancez, on vous suit. Donc faites le boulot, quoi. Donc on fait le boulot et on dit, voilà, on vous propose de construire 2 groupement d'intérêt public transfrontalier. Le groupement d'intérêt public, c'est une invention institutionnelle qui a été faite d'ailleurs dans les années 80 pour répondre à des questions posées par les chercheurs sur des besoins de transfert de compétences, d'études de terrain, etc. C'est une personne morale, juridique, dans laquelle le public est dominant, dans laquelle les acteurs les plus divers peuvent se mettre, travailler ensemble, sur la base évidemment d'une charte commune, dont nous serions, nous, les garants à la fois scientifiques, éthiques, etc., à travers Francis et à travers les scientifiques et l'association elle-même. Et donc, on dit 2 groupements d'intérêt public transfrontaliers. On les met chacun au travail. Dans un premier temps, on pense que la région, le conseil régional notamment de Grand Est, puisqu'au moins il y a un avantage aux réformes institutionnelles récentes qui ont été faites sur les territoires et qui sont par ailleurs un peu aberrantes en matière de découpage, mais là ça nous arrange. Il y a les 2 terrains de travail qui sont dans la même région. Bon. Donc on propose que la région, au nom de ses compétences d'aménageur, dotés de ces fameux schémas régionaux d'aménagement qui sont liés aussi à la loi NOTRe, les SRADET, et qui ont 2 grands objectifs, c'est transition écologique et égalité entre les territoires, qui sont quand même des objectifs au cœur du projet de Francis, soit maître d'ouvrage de cette concertation. Donc on dit temps 1, 12-15 mois, on réunit les acteurs, on leur demande s'ils sont d'accord, sur la méthode de travail, la construction de ces groupes, tout le monde signe une lettre en gros d'engagement, on trouvera les noms, c'est le contrat d'engagement, on s'engage dans 18 mois, on crée les 2 groupements d'intérêt et là, on organise le travail d'atelier pour construire des solutions, inventer des solutions au fur et à mesure. D'abord, comment on crée, par exemple, l'idée c'est, on a 2 terrains, dans un terrain, les Vosges du Nord, la Rhénanie-Palatinat, il y a déjà une réserve Manen Biosphère qui fait 310 000 hectares, dont 5% sont occupés. Mais il y a de toutes petites aires centrales en libre évolution seulement. Donc on dit, faisons une grande aire centrale dans cette MAB. Et dans les Ardennes, faisons une très grande réserve Manen Biosphère.
On propose d'engager le travail de construction de ces 2 MAB avec des ateliers, des scientifiques, des citoyens, des acteurs, les chasseurs, toutes les personnes qui sont engagées. Mais pour dire, on réfléchit honnêtement ensemble, quoi. On ne fait pas du débat à la française, quoi, hein. Là, on travaille parce que des solutions, nous sommes persuadés, nous, qu'il y en a. Simplement, nous, on ne dit pas l'aboutissement, c'est sûr, il y aura ça. On dit, on n'en sait rien. Il n'y aura peut-être pas. Mais on va faire le chemin. Et contrairement à la planification classique qui consiste à dire « je veux une forêt primaire de 70 000 hectares dans 20 ans à cet endroit, voilà le rétro-planning », ce qui étaient les modes classiques de la planification, tant de communes, machin, etc. On fait l'inverse, on fait la série télé. On sait qu'on veut aller là, on va écrire le premier épisode. À la fin du premier épisode, on ne sait pas complètement ce que sera le deuxième. On aura franchi une première, on va écrire le deuxième épisode. On est sûr qu'au bout des 25 épisodes, l'histoire, elle va être créée. Mais on l'aura inventée ensemble au fur et à mesure. Et beaucoup de solutions ne sont pas dans les cartons. Beaucoup de solutions n'existent pas encore, surtout sur le terrain. Et là, on est complètement conforme, je veux dire, à tout ce que disent les gens depuis, enfin, le rapport Meadows en 70 ou Joël Zask en 2022. Tout le monde dit c'est par le local que les choses vont se construire. Et nous pensons, nous aussi, que c'est par le local que les choses vont se construire. Donc, on veut avancer comme ça sur ces nouveaux chemins de la planification, construire ensemble les gouvernances, construire ensemble le projet tel qu'il va se développer demain. Très vite, l'association aujourd'hui, on est parti en 2019, on est aujourd'hui 2600 adhérents. On développe une série d'activités sur notre site. On essaie de travailler le soft power autour de la forêt, mais on travaille au niveau de nos moyens. Bon, voilà, vous voyez à peu près s'afficher ce que nous sommes, avec une petite équipe de 2 salariés, d'une dizaine de bénévoles. C'est très intéressant. On parlait des étudiants d'AgroParisTech hier. On les a rencontrés, les étudiants d'AgroParisTech. On avait une conférence avec Francis et la filière bois, l'ONF, l'INRAE, etc. Ils avaient organisé une table ronde, on y était, on a bien senti, c'était quelques jours avant la remise des diplômes, on sentait bien qu'il y avait dans l'air des interrogations. Et ben, l'équipe de bénévoles, c'est extraordinaire, quoi. C'est entre 30 et 40 ans, et vous avez toutes les grandes écoles qui sont représentées par un tas de gens qui ne veulent surtout pas aller dans les entreprises ou qui en viennent et qui veulent aller dans l'associatif. Ça, c'est... Il y avait des bonnes nouvelles hier. Ben, je rajouterai cette bonne nouvelle-là à celle que Claude Lefebvre a développée hier. Bon, ça, c'est l'écosystème qu'on a créé. On développe de plus en plus parce qu'on a besoin d'expertise. Hein, on a beau avoir Francis Salé, Cochet, Annick Schnitzler, que vous avez vu dans le film, Emmanuel Torquebier, enfin des tas de scientifiques. Toutes ces personnes ont leurs propres travaux à faire au jour le jour. Mais nous, au jour le jour, il faut qu'on produise des contenus, il faut qu'on fasse de la veille, il faut qu'on prenne des positions, il faut qu'on contacte des gens, il faut qu'on rencontre, qu'on invente. Donc on a besoin de partenaires et on est en train de s'associer plein de partenaires. Ça va du CNRS avec qui déjà on est en partenariat par le biais du financement d'un postdoctorat dans l'association, mais on rentre en partenariat, y compris en partenariat de travail, avec des cabinets d'expertise forestière maintenant, avec des aménageurs, des cabinets spécialisés dans l'environnement, des gens qui travaillent le droit international. Voilà un peu où nous en sommes. Je ne peux pas me priver de terminer par ces quelques mots de Francis, qui insiste toujours sur cet aspect, mais parlons de la beauté, quoi. Parlons-en de manière essentielle, parce qu'elle est au cœur, effectivement, d'une part des forêts en elles-mêmes, mais du rapport entre les forêts et les hommes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, je ne sais pas si vous avez quelques questions, on peut répondre. Je ne suis pas dans les temps. Oui. Oui. Pardon. Oui, pardon. Non, allez-y. Je vais juste annoncer. Donc maintenant, nous allons avoir la pause, mais peut-être je vais laisser quelques membres du public. Je ne sais pas si on a le temps. On a une petite pause là maintenant. Je voulais juste signaler que pendant la pause, vous pourrez aller...